Donc merci d'être là ce matin. La question qui nous est posée ce matin, c'est le digital est-il la solution au défi de l'accès à l'énergie dans les pays en développement ? On va juste, avant de présenter les experts, et juste poser quelques chiffres. D'après les données de l'Agence internationale de l'énergie, 17% de la population mondiale n'a pas accès à l'énergie, qu'il y a une concentration dans certains pays. Un cinquième de la population n'a pas accès à l'énergie en Inde et un tiers n'a pas accès à l'énergie en Afrique. L'efficacité énergétique joue un rôle essentiel dans le développement de l'accès à l'énergie. Le développement des investissements est prévu de passer de 270 milliards de dollars en 2014 à 400 milliards de dollars en 2030. Et un autre point qui est aussi intéressant, c'est que le développement du mobile est 3 fois plus rapide en Afrique que dans le reste du monde. Donc c'est quelques données de base qui permettront d'alimenter le débat que nous aurons avec nos experts. N'hésitez pas à préparer vos questions pour la fin de l'échange, puisque nous aurons à peu près une petite heure de débat et après 30 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à préparer les questions que vous voulez poser, des questions courtes avec des réponses précises et des exemples concrets qui seront donnés par les experts. Alors justement, autour de la table, notre première experte, c'est Stéphane Héloïse, qui est cofondatrice et CEO d'Africa for Tech, qui est une plateforme internationale dédiée aux innovations digitales en Afrique. Elle pourra nous présenter un peu plus le contenu de ce qui est fait et nous montrer par des exemples concrets en quoi le digital finalement apporte une réponse à l'accès à l'énergie. Avec nous aussi ce matin, Karim El Alami, qui est cofondateur et CEO de Illum, qui est une entreprise de logiciels de services et la première plateforme d'intelligence artificielle de gestion de micro-réseaux, électriques locaux pour les acteurs industriels et commerciaux. Donc Karim nous expliquera plus précisément l'importance notamment de l'efficacité énergétique et la manière d'optimiser et en quoi c'est tellement important dans les pays en développement et notamment en Afrique. Et pour terminer, nous avons aussi Gilles Vermeau-Desroches, qui est directeur du développement durable de Schneider Electric, qui a rejoint Schneider Electric en 1998 pour créer et développer la fondation Schneider Electric. Vous êtes également en charge de l'entité Accès à l'énergie. Donc voilà nos 3 experts qui pourront faire part de toute leur expertise et toute leur expérience sur ce sujet. Et je propose du coup de commencer avec Gilles, peut-être par la première question qui reprend le thème. C'est selon vous, en quoi le digital change l'approche en matière d'accès et d'usage de l'énergie ? Merci pour cette table ronde et merci de me donner la parole. Je pense surtout que le digital change l'Afrique. Et donc dans l'Afrique, l'accès à l'énergie. Et qu'une des particularités du digital, c'est qu'il fait communiquer entre eux et réfléchir entre eux des filières qui jusqu'à maintenant étaient très verticales. Et au fond, je pense que demain, il sera plus possible de parler d'un côté de la communication, d'un autre côté de l'eau, d'un troisième côté de l'énergie. Et les acteurs de ces filières, s'ils n'y prennent pas garde et proposent pas plutôt des solutions plus cohérentes entre l'ensemble de ces sujets, seront probablement bypassés par de nouveaux acteurs qui vont, autour du digital, construire des cohérences nouvelles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour y répondre avant la première question, après la table ronde, parce que quand on a préparé cette table ronde, ça a été souvent une question qu'on a évoquée entre nous, qui est mais alors pourquoi ces mini-grids dont vous parlez ou l'ensemble de ces solutions, ça n'avance pas et ça ne décolle pas. C'est pour moi une question que je comprends qu'on se la pose au regard de cette population qui n'a pas accès à l'électricité et dont on vient de parler. Il me semble qu'il y a 2 phénomènes nouveaux, et je reviens au digital juste après. Le premier phénomène nouveau, c'est que les entreprises comme la mienne qui mettent des technologies sur le marché mettent aujourd'hui sur le marché des choses qui n'existaient pas l'année dernière. Et donc, nous ramener à des solutions qui coûtaient 6 fois plus cher, moins agiles, pas digitales, il y a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans,
et dire, vous voyez, ça n'a pas marché, c'est oublier qu'on est probablement pour un faisceau de raisons complémentaires en train de passer sur ce sujet-là de la préhistoire à l'histoire, et que donc on ne peut pas tout à fait utiliser ce qui se passait avant et les difficultés de l'installation d'avant dans le moment présent. Dans le moment présent, qu'est-ce qu'il y a qui est très important pour l'accès à l'énergie ? Probablement que dans le sillage de la COP 21, après 21 années pour se mettre d'accord sur les enjeux climatiques, et on voit bien que même en se mettant d'accord, c'est pas très simple après, très vite après, il y a des sujets qui ont très vite fait consensus. En particulier qu'il était important d'apporter l'électricité à tout le monde, qu'elle soit verte, que ça avait des conséquences sur la paix dans le monde, que ça avait des conséquences sur une certaine réduction de l'obscurantisme, que ça avait des conséquences pour tout le monde. Et au fond, même ceux qui n'ont pas une âme très charitable se sont dit que c'était indispensable de faire quelque chose pour l'accès à l'énergie. Cet environnement politique-là n'a jamais existé avant la COP 21, quand vous lisez tous les grands traités, tous les actes collectifs des nations. Ce sujet n'a jamais été mentionné comme il a été mentionné là. Ce n'est pas parce qu'il l'est que ça change tout. Mais le fait qu'il le soit change pas mal de choses. Par exemple, on peut dire que la première fois qu'on parle d'accès à l'énergie comme un sujet essentiel, c'est au sommet de Johannesburg en 2002. Il se passe des choses depuis, même si ça prend un peu de temps. Donc il y a un environnement là qui est nouveau. Il y a une chute vertigineuse des prix, vertigineuse qui n'a jamais existé dans aucun autre sujet. Le panneau photovoltaïque, si vous le payez 100 en l'an 2010, il vaut aujourd'hui 20. C'est-à-dire ce que vous payez 100 vaut 20. Cette diminution-là, en 6 ans, dans l'industrie, sur aucun sujet n'a existé de ce niveau-là. Et elle est moindre, mais à peu près dans une tendance proche pour ce qui est des batteries, et d'ailleurs aussi l'évolution des batteries, et différemment pour les LED. Donc on a une réalité technologique mondiale sur le smart, tout ce que vous voulez. Une réduction des prix du jamais vu dans l'industrie depuis que l'industrie existe et qui n'est pas finie. Et un environnement politico, tout ce qu'on veut, qui est lui aussi tout à fait nouveau. Donc on voit bien qu'il y a là un sujet essentiel et que le digital va jouer son rôle. Il va jouer son rôle pourquoi ? Parce qu'il est le dénominateur de 3 éléments qui vont être les outils de l'efficacité, dans lesquels il y a communication. Vous-même, vous l'avez dit, beaucoup d'Africains ont un téléphone portable sans avoir l'énergie et l'électricité, et ont beaucoup de difficultés à le charger, et d'ailleurs payent 5 à 10 fois ce que l'on paye, vous et moi, pour charger leur téléphone portable, et en plus dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire en le rendant très vite obsolète ou cassé. Donc la communication, les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, parce que le digital, il permet une très grande agilité entre l'offre et la demande. Il permet d'adapter son offre à sa demande ou sa demande à son offre. Et puis, il permet aussi de passer par ce vilain mot qui fait que beaucoup d'acteurs sont contre les énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, qui s'appelle, vous l'avez écrit sur votre papier, qui s'appelle l'intermittence, et qu'aujourd'hui, grâce au digital, on peut appeler la variabilité. Parce qu'avec le digital, on a une petite vision, et j'arrêterai là, on a une vision à la fois de prédiction du soleil, du vent, etc. Donc on sait quand est-ce qu'on aura de l'énergie, et donc on peut adapter sa consommation à l'énergie. Il est donc question de batterie, mais pas seulement de batterie. Il est question de consommer autrement, d'être plus agile, d'avoir une énergie productive. On prendra des exemples. En ce moment, Schneider Electric est en train de bâtir des microgrids dans tous les pays de l'UEMOA, dans des villages reculés, pour à la fois avoir de l'électricité pour l'activité agricole, sécher les récoltes, il y a un tiers des récoltes qui disparaît parce qu'elles sont mal séchées, faire du pompage, de la pisciculture, etc. Et le moment venu, avoir de l'électricité pour les familles et les villages. On voit bien qu'on n'est pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui ici, d'avoir toujours plus d'énergie disponible que d'énergie consommée. On est dans des situations où on va adapter le niveau de consommation, le temps de consommation avec la production. Et sans le digital, tout ça est impossible. Merci Gilles, d'ailleurs, ça nous aide pour faire la transition auprès de Karim, qui va pouvoir nous donner des exemples
précis justement sur comment le digital devient une solution sur ces notions d'optimisation, d'efficacité énergétique et donc quelque part d'accès à un accès économiquement et techniquement possible. Ouais. Merci beaucoup. Comme ça a été évoqué brillamment juste avant moi, en fait, effectivement, il y a vraiment une révolution en fait dans le domaine de l'énergie qui est qu'on passe en fait d'un mode centralisé à un mode décentralisé. Donc le fait est que comme le prix des panneaux photovoltaïques, le prix des batteries a fortement diminué, ce qui s'est passé, c'est que on a l'émergence en fait de technologies qui vont être décentralisées, qui vont être adaptées à la consommation d'un bâtiment. C'est-à-dire que, comme ce qui s'est passé en Afrique, au niveau en fait de la téléphonie, donc des lignes fixes, on va passer en fait au téléphone portable. Et donc vraiment, il y a toute une réflexion à avoir sur cela, et notamment que cela génère énormément de données à la fois de production, à la fois de données de consommation, et qu'il va falloir en fait réfléchir à une forme d'optimisation pour pouvoir en fait justement adapter en fait les ressources et la consommation qui est adaptée à ça. Et c'est exactement dans ce sens en fait qu'on a créé justement l'entreprise que je dirige, c'est que on va réfléchir à un moyen de récupérer donc les données de consommation, récupérer les données de production, et de se dire qu'avec ces données de consommation et de production, effectivement, il y a des variabilités, il y a une intermittence. Il y a une intermittence qui est liée au solaire, donc qui, justement, à chaque fois qu'un nuage passe, on a en fait une baisse de production photovoltaïque. À chaque fois qu'on a des problèmes de poussière ou des choses comme ça, on a également une baisse de production. Et on a également une variabilité qui est liée à la consommation. Donc la consommation d'un bâtiment, la nuit, le jour, etc. n'est pas la même. Et donc, force est de constater que maintenant, avec les progrès donc de tout ce qui est algorithmique, intelligence artificielle, on est capable en fait de contenir et de prédire. Comment on prédit la météo? On va prédire en fait la production photovoltaïque, on va prédire la consommation photovoltaïque. Et ça change tout par rapport à auparavant, en fait, avec les réflexions et même les matériels électriques qui étaient présents auparavant, parce que les matériels électriques auparavant, en fait, étaient ce qu'on appelle réactifs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, on réagissait en fonction de différentes configurations. Si on produit plus par rapport à ce qu'on consomme, on va stocker dans les batteries. Si on consomme plus par rapport à ce qu'on produit, finalement, on va utiliser les batteries pour faire ces différentes choses. Et là, le fait est que, comme on a une visibilité et une traçabilité sur ce qui va se passer dans le futur, justement, on est capable de faire des optimisations, on est capable de faire des réglages en anticipant en fait à la fois la consommation et la production qui va être donnée. Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça ce qui a changé complètement dans ce que le digital apporte fondamentalement, c'est vraiment d'avoir une traçabilité, une lisibilité par rapport à ça. Et très concrètement, pour donner un exemple là-dessus, et notamment dans le concept des mini-grids et des micro-grids, donc il faut savoir que par exemple en Afrique, un générateur diesel va vous coûter, la moyenne mondiale pour un kilowattheure, c'est 87 centimes d'euros le kilowattheure, donc voire même 1 euro le kilowattheure. Et actuellement, donc l'électricité que vous payez en France à EDF environ, c'est 15 centimes kilowattheure, pour vous donner un ordre d'idée là-dessus. Et ce qu'il y a, c'est que les panneaux solaires et les batteries, actuellement, donc autour, en fonction des différentes choses, on est autour de 20 centimes d'euros le kilowattheure. Donc on a vraiment un enjeu très important et très intéressant à faire entre justement utiliser au mieux l'énergie photovoltaïque et les batteries pour pouvoir réduire la consommation de générateurs diesel, la consommation de fuel associée aux générateurs diesel, réduire aussi la maintenance associée à ça parce que ça tourne moins, donc finalement ça tombe moins en panne, et être capable en fait d'offrir une solution économiquement viable, écologiquement viable, et aussi finalement quelque chose de complètement, on va dire, local et très lié en fait au territoire et très lié en fait au pays liés au système. Merci Karim. En fait, on voit bien que l'Afrique et tous les pays en développement sont aussi des sources d'innovation et justement pour donner cet accès à l'énergie, des startups se créent, des approches nouvelles apparaissent. Et donc du coup, Stéphane et Louise, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur comment on réfléchit l'innovation, comment on réfléchit ces écosystèmes, comment on réfléchit plus largement l'innovation avec le digital et l'accès à l'énergie?
Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. Alors, effectivement, je souscris aux deux visions qui ont été énoncées juste avant. D'une part, les Africains payent aujourd'hui en moyenne 5 fois plus cher l'accès à l'énergie alors qu'ils ont, on va dire, des ressources suffisantes, et que d'autre part, la révolution qui s'y passe depuis une dizaine d'années, elle est mobile et qu'elle vient complètement transformer à la fois l'accès à l'énergie, mais toutes les verticales et tous les secteurs. Et pour faire une petite histoire, on va dire que ce qu'on appelle aujourd'hui le saut technologique africain, le leapfrog, le saut de grenouille, c'est-à-dire le fait de sauter des étapes dans le développement d'infrastructures qui permettent d'avoir accès à l'énergie, mais également à l'éducation, à la santé et à des verticales qu'on connaît ou qu'on caractériserait du développement. Ce saut technologique, il a démarré en 2007. Enfin, on pourrait dire, alors c'est toujours un peu artificiel de donner des dates, mais il a démarré en 2007 autour de la bancarisation avec M-Pesa. M-Pesa qui, pour ceux nombre d'entre vous, je pense, doivent connaître cette monnaie. M-Pesa, la première monnaie mobile qui a été lancée par un opérateur téléphonique qui s'appelle Safaricom. Et qui en fait s'est aperçu que puisque 85% de la population n'était pas bancarisée, les gens pour communiquer entre eux et pour se payer entre eux et pour disons dans leur système de retail quotidien échanger du temps du RTL, du temps de consommation téléphonique. Et donc à partir de là, ils ont décidé de remplacer le RTL par une petite monnaie, et donc c'est devenu la plus grande révolution, innovation de rupture et d'usage que l'Afrique a connue ces 10 dernières années. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant de rapprocher cette innovation avec ce qui se passe aujourd'hui dans l'accès à l'énergie en Afrique ? Tout simplement parce que je pense que, comme l'a dit Gilles Vermeux-Desroches, le sujet du mobile aujourd'hui, il nous oblige à revisiter complètement toute la notion infrastructurelle et à la fois les coûts, l'adéquation entre la demande et la production, ce qu'on appelle l'intermittence effectivement, et vient générer des nouveaux modèles, à la fois des modèles économiques, des modèles techniques et technologiques qui sont centrés autour de la data qui va être produite et comment est-ce qu'on va pouvoir se servir de cette data pour l'optimiser. Pour moi, ce qui est intéressant dans ces grandes tendances, c'est qu'on voit émerger un modèle d'innovation en fait qui repose au moins sur 3 caractéristiques et qui est très différent de ce que nous on peut connaître ou ce qu'on a l'habitude de connaître quand on pense innovation dans les pays du Nord. On pense souvent recherche et développement, on pense souvent coût d'investissement, on pense souvent formation et pôle de recherche. Et l'innovation telle qu'elle peut se développer en Afrique, alors elle est un petit peu plus frugale déjà. Quand on parle de frugalité, là je fais référence aux travaux de quelqu'un qui s'appelle Navi Radjou, qui parle de frugalité en disant c'est la nécessité de faire mieux avec moins. Donc pour répondre par exemple aux contraintes croissantes par rapport notamment à l'épuisement des ressources et à la gestion de cette contrainte de la décarbonisation, etc. en matière d'énergie. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui sur le continent africain, c'est déjà dans plus de cet ordre d'une forme de frugalité. Le deuxième caractéristique qu'on observe sur l'innovation liée au mobile et donc en général en Afrique, mais en particulier dans l'accès à l'énergie, c'est que ce sont des innovations qui sont souvent agiles, c'est-à-dire qu'on va se servir d'une même technologie pour la déployer sur plusieurs environnements. Et le meilleur exemple de cela, c'est le Pay as you go. Donc le Pay as you go, c'est ce qui a émané des monnaies mobiles, c'est ce que M-Pesa a rendu possible. Et donc aujourd'hui, quand on pense de révolution en matière dans l'accès à l'énergie en Afrique en particulier, on pense à M-Kopa. Pour ceux qui le connaissent, M-Kopa est donc un kit qui vous permet en fait d'acheter un petit panneau solaire pour charger, on va dire, pour consommer de l'ordre d'une consommation, enfin pour couvrir une consommation domestique. Le coût d'acquisition est environ de $40 et vous le payez as you go, vous le payez au fur et à mesure que vous consommez votre énergie, et donc ce qui fait qu'en général au bout d'un an, ou on va dire en moyenne 18 mois, le coût d'acquisition de l'équipement est rentabilisé, et donc ça libère le pay as you go pour d'autres types de services. Et donc la troisième caractéristique de l'innovation africaine, dans ce qu'on a pu observer avec l'aventure qu'on a menée autour d'Africa Fortech, c'est que souvent elle nous oblige aussi à repenser les modèles économiques en étant moins centrée sur les individus et davantage sur les communautés, sur les collectivités. Donc on pourrait qualifier l'innovation africaine un petit peu plus
collective ou collaborative, ou en tout cas sur des boucles courtes, ce qu'on appellerait d'économie circulaire. Voilà. Cela étant, évidemment que ces formes d'innovation n'échappent pas aujourd'hui aux questions plus générales de coûts infrastructurels, parce que même si on est en train de voir émerger des modèles différents, la question de leur passage à l'échelle et de leur généralisation continue de comporter des questions, en tout cas de soulever des questions bien plus, on va dire bien plus générales et tout liées à cette redéfinition de l'infrastructure en tant que telle. Alors justement, puisqu'on parle d'innovation, on va rester avec vous, Stéphane et Héloïse. Justement, qu'est-ce que nous apprend aussi cette innovation dans le digital dans les pays en développement et notamment en Afrique, dans une logique aussi de reverse innovation, et comment finalement ce qui se passe, ce que l'on voit, nous inspire et nous apporte des choses nouvelles? Alors oui, effectivement, je pense que les caractéristiques que j'ai pu essayer de vous décrire tout à l'heure permettent de comprendre en quoi quel serait l'intérêt en tout cas de s'intéresser davantage à ces modèles-là et d'essayer de les mettre en application dans des pays développés, que ce soit d'abord tout simplement sur des raisons aussi techniques de faire coïncider une demande exponentielle et une offre intermittente dans le secteur de l'énergie en particulier. On voit bien que là, à la fois les innovations d'usage et le déploiement d'une infrastructure mobile peut représenter un intérêt dans certaines régions ailleurs qu'en Afrique. Je pense que ce qui est intéressant dans cette idée de la reverse innovation, et là encore une fois on peut reprendre l'exemple de la monnaie mobile et de la bancarisation, puisque pour pallier à une absence de bancarisation, on a donc créé cette monnaie mobile, et aujourd'hui on a des opérateurs comme Orange qui après avoir lancé Orange Money en Afrique, le lance en France. Et je trouve que ces formes d'inversion des flux, d'innovation et d'inversion, on ne pense plus désormais l'innovation dans les laboratoires fermés de recherche et développement au nord, mais bien plutôt en s'inspirant de pratiques d'innovation et de nécessité. En Afrique, la nécessité fait loi, donc on va regarder ce qui se passe concrètement sur le terrain et essayer de les internationaliser, de les globaliser. Oui, c'est un pari, en tout cas, à mon sens, qu'il faut prendre, parce que on ne pourra pas y échapper, étant donné les propres contraintes que nous devons gérer, nous, au Nord, pour à la fois sur les questions énergétiques, mais également sur les questions de santé, sur des questions d'éducation, sur des questions d'agriculture. Merci. Alors on va partir avec Gilles, on va voyager un peu plus au-delà que l'Afrique, parce qu'on a pas mal parlé d'Afrique, mais finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous partager avec nous comme expérience des différences entre les différents pays en développement quand on associe le terme digital et accès à l'énergie? Quand on regarde les chiffres que vous avez donnés au début de cette table ronde, il y a aujourd'hui trois poches ou 3 lieux où des gens n'ont pas accès à l'électricité. Il y a l'Inde, les pays d'Asie du Sud-Est, le Bangladesh, le Laos, le Myanmar, l'Indonésie et quelques autres, et puis l'Afrique. Pour une entreprise comme Schneider Electric, dans notre programme Accès à l'énergie, il faut évidemment s'adapter à ces 3 réalités, et ces 3 réalités très très différentes. La réalité asiatique, on pourrait l'enfermer dans 2-3 points, évidemment, juste pour faire la comparaison. C'est des lieux où, probablement sauf le Bangladesh, mais des lieux où il y a une partie plus riche et développée, une organisation de l'État, et puis une partie plus pauvre. Et donc évidemment le type d'intervention est très différent que dans une Afrique où on est sur un territoire plus complexe, moins organisé. Après, il y a des non-accès à l'électricité pour des raisons différentes. Quand on va en Indonésie, le problème de l'accès à l'électricité, c'est surtout à cause de l'insularité et de nombre d'îles qui ne sont pas connectées. Là, pour le coup, les solutions de mini-grid et de micro-grid, l'apport technologique dont on a parlé tous les deux au début, c'est ce qui manquait. Donc, on sait aujourd'hui que l'Indonésie aura assez rapidement
un accès assez complet à l'électricité. Je pense aussi que le Myanmar, qui a une politique très engagée, très organisée sur le sujet, public, avec pas mal de partenariats internationaux, mais il a aussi des ressources, le fera aussi. Pour ce qui est de l'Inde, il faut rappeler que l'Inde, dont on dit aujourd'hui qu'à peu près 500 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité, tous les calculs sont un peu complexes parce que parfois, dans un certain nombre de calculs indiens, il suffit qu'il y ait l'arrivée de l'électricité dans le village pour enlever tout le village des gens qui n'ont pas accès à l'électricité. Enfin, si on veut être très schématique, vous prenez l'Inde, les 3 États de l'Est de l'Inde n'ont pas l'électricité et tout le reste est quasiment intégralement connecté. Ce n'est pas un problème complet de l'Inde qui ne serait pas connecté. Il y a des États pauvres, au premier lieu le Bihar, je viens d'oublier l'Orissa et je vais me dire le 3e, qui sont des États où il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas eu un immense investissement public et les gens n'ont pas accès à l'électricité. On peut quand même dire que l'Inde devrait se sortir de cette difficulté dans les 10 ans qui viennent. Donc on voit qu'il y a là des lieux où il y a des politiques publiques, des lieux où il n'est pas si complexe que ça d'investir, et un sujet qui m'est cher, des lieux où il y a de la formation et des gens qui ont des compétences. Puisqu'il y a toute une partie de ces pays où il y a une économie, il y a des villes très organisées, il y a de la formation très organisée. Et donc la formation, pour moi, est souvent le sujet qu'on évoque à la fin, alors qu'il me semble être le premier. Si on était dans une Afrique où aujourd'hui il y avait 1 million de personnes qui avaient un CAP électricien, pour prendre un exemple, et bien ces gens-là, ils voudraient vivre dans la formation qu'ils ont eue. Et ils voudraient vendre des lampes, installer, participer à une entreprise électrique. Je le dis toujours, c'est pas une boutade. Il nous est arrivé chez Schneider Electric de gagner des marchés de microgrid qu'on n'a pas pu installer parce qu'il n'y avait pas d'électricien pour le faire. Puisque nous, notre métier, c'est de faire des technologies et pas de... Voilà. Et donc, il me semble que la grande différence, c'est qu'il y a des compétences dans ces pays. L'autre différence, c'est qu'il y a une question de structuration, de réglementation et aussi de disponibilité de ces pays pour ces sujets qui montrent une grande différence. Au passage, vous savez que quand on regarde toutes les études sur l'accès à l'énergie en Afrique, le nombre de gens qui n'ont pas accès à l'électricité en Afrique dans les 30 ans qui viennent, dans toutes ces études-là, moi je ne fais que les lire, est quasiment stable. Entre 600 et 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et il ne faut pas se leurrer. Pour que le nombre soit stable, ça veut dire qu'il y a un immense effort d'électrification. L'Afrique est le continent qui, durant ces périodes-là, va gagner 1 milliard d'habitants dans ces populations-là. Et donc, si le nombre de gens qui n'ont pas accès à l'électricité est stable, c'est qu'on a réussi à apporter l'électricité à 1 milliard de personnes en 20 ans. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'a quasiment pas été fait. Et il faut retenir le côté dynamique du chiffre, parce que sinon, on regarde le chiffre, on dit qu'est-ce que font les gens, qu'est-ce que font les États, qu'est-ce qu'on fait tous. Il y avait 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Dans 20 ans, il y a toujours 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Oui, mais il n'y en a pas 1,7 milliard, il y en a 700 millions. Ça veut donc dire qu'on a trouvé des solutions pour 1 milliard de gens en 20 ans. Et la Chine, puisqu'on parle d'un espace à peu près similaire en termes de population, a mis au moins autant de temps, pour ne pas dire un peu plus, pour s'électrifier. Donc on voit qu'il y a une accélération de l'électrification. Pourra-t-elle être doublée au regard des 3 informations données au début, le champ politique, le champ financier, le champ technologique? C'est possible, parce que toutes ces études-là se font dans des logiques de perspective avec les solutions qu'on a aujourd'hui. Mais qui sait les solutions qu'on aura dans 20 ans? Peut-être Karim, quelques mots sur les freins et les leviers du coup que vous voyez justement sur les possibilités de développement et finalement en quoi le digital va permettre d'atteindre ce niveau d'accès à l'énergie qui sera beaucoup plus important en fait. En termes de levier, en termes d'opportunités, en fait, l'avantage quand il n'y a pas de solution d'électrification qui soit fiable et qui soit en fait déployée sur du système, c'est qu'on a une liberté totale pour le faire. C'est-à-dire qu'on a justement un espace d'innovation qui soit simple en quelque sorte pour mettre en place des systèmes tels que des mini-grids, micro-grids, et on est capable en fait d'apporter, tout en apportant en fait un service élémentaire qu'est le service d'électrification,
mais vraiment d'apporter une innovation et d'apporter une pierre à l'édifice dans la mise en place de systèmes électriques intelligents. Et c'est justement ça l'avantage en quelque sorte des pays en voie de développement, c'est ce qu'on me disait, c'est qu'ils sont capables de sauter des générations et pas justement de mettre en place des solutions qu'on va dire vieilles de 30 ans, 40 ans, comme on va dire ce qui a été fait en Europe, ce qui a été fait aux États-Unis, parce que ça a été fait avec des technologies effectivement qui étaient disponibles à l'époque et on pensait et qui ont permis justement d'apporter des services à l'époque pour les pays développés, mais pour lesquels en fait des solutions on va dire locales et renouvelables maintenant deviennent tout à fait intéressantes. En termes d'obstacles, effectivement, et ça a été souligné, il y a effectivement un premier obstacle qui est l'obstacle qui est lié à la formation et à l'éducation. Ce qu'on sent, et c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas énormément de recherche et développement dans les pays en développement, c'est que on a, moi je viens du Maroc, je suis marocain, donc j'ai un peu de, en quelque sorte, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est-à-dire que on a tendance en fait à acheter un produit qui vient, qui est occidental, qui vient de l'Occident, on le consomme et en fait on ne cherche pas en fait à comprendre comment ça marche ou quoi que ce soit. Et ça c'est un problème fondamental pour notamment dans les pays en voie de développement, c'est que dès qu'il y a une panne, on ne sait plus quoi faire, on doit appeler la personne en France ou en Allemagne, au UK, etc. Et en fait ça pose un énorme problème là-dessus parce qu'on n'est pas capable de résoudre les problèmes. Et finalement, on se retrouve à racheter le même produit ou à payer des pièces détachées extrêmement chères, ce qui en fait bloque la mise en place en fait de ces systèmes-là. Et qui me dit qu'en fait tu ne vas pas bloquer le système à l'extérieur, etc. Et donc en quelque sorte, il y a une sorte de phobie là-dessus. Et c'est aussi pour ça que en quelque sorte, les Chinois ont bien investi le marché parce que les Chinois offrent des produits pas chers et bas de gamme, mais en quelque sorte, c'est pas grave, on rachète et tant pis, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc c'est vraiment une différence fondamentale et c'est vraiment un problème qui est lié au fait qu'on ne fait pas forcément de recherche et de développement et on ne cherche pas à consommer. Là, quand on a installé notre premier mini-grid au Maroc, je parlais justement avec l'électricien et c'était juste une discussion là-dessus. Je lui ai dit alors comment ça se passe, tu n'as jamais manipulé en fait le matériel électrique qui est associé. Il me fait non, il n'y a pas de souci, tout est dans le schéma. En fait, il voit juste les images, il voit juste le schéma. Il me dit en fait on fait tout pour en quelque sorte qu'on ne comprenne rien. C'est-à-dire on met ce fil-là avec ce fil-là, on met ça avec ça et finalement s'il y a un problème, je sais pas, mais en tout cas je sais le faire. Donc il y a quelque chose à faire, il y a une réflexion à faire là-dessus, et je pense que le fait de développer en fait ces systèmes-là et développer des microgrids doit passer effectivement soit par la formation, soit en tout cas par une réappropriation des technologies en Afrique, dans les pays en voie de développement. Justement, pour rebondir là-dessus, Stéphane et Louise, finalement, est-ce que le digital, parce qu'on a vu qu'il y a le accès à l'énergie, formation digital, mais finalement, est-ce que le digital peut aussi être une solution sur la partie formation ? Oui, absolument. Alors, tout à fait. Je pense que y a une. Pour revenir sur le sujet de la formation, il y a un enjeu majeur qui est qu'aujourd'hui, 65% de la population africaine a moins de 25 ans. Donc, on imagine bien qu'il va falloir créer de l'emploi et qu'il va falloir occuper toutes ces générations qui vont arriver sur le marché de l'emploi et qui vont consommer et qui vont... donc ça, c'est évidemment indéniablement un des enjeux majeurs et je trouve ça très intéressant de penser ensemble les questions énergétiques et les questions d'éducation et de formation et je pense que c'est une priorité. Cela étant, de la même manière que le mobile a révolutionné l'accès à l'énergie, il révolutionne déjà l'éducation. Et contrairement à ce que disait Gilles Levermeux-Desroches, je suis pas certaine que quand on est formé pour être électricien, on a envie d'être électricien toute sa vie aujourd'hui, quand on a accès aux compétences par le biais d'Internet et par le biais des technologies mobiles. Et c'est justement ça un des enjeux, en fait, je pense pour la formation en Afrique aussi, en Afrique et dans les pays émergents, mais également d'ailleurs au Nord, mais dans une moindre mesure pour répondre à ce challenge de la création d'emplois et de la pression démographique. Ça va être de comprendre là aussi comment est-ce qu'on met en place des socles de connaissances, comment est-ce qu'on distribue les connaissances également en se servant des technologies mobiles et d'Internet pour proposer, pour permettre à des jeunes et à des enfants et des adolescents de pouvoir innover précisément, de pouvoir créer de l'emploi
permettra de pouvoir créer de l'activité et de pouvoir générer des écosystèmes et des cycles vertueux, on va dire. Donc sur ce sujet, oui, je pense que il faut savoir aujourd'hui qu'il y avait une étude qui a été menée par l'Organisation internationale du travail en Afrique du Sud en 2015, qui montrait que 60% des Sud-Africains de moins de 34 ans considéraient que l'entrepreneuriat allait être la seule solution pour eux pour pouvoir avancer et pour pouvoir créer de l'activité, ou enfin en tout cas trouver un job. Et simplement, il faut aussi avoir un petit peu en tête que seulement 75% des Sud-Africains terminent le lycée. Donc, certes, le défi est immense, mais le défi est immense parce qu'il va falloir aussi proposer des solutions adaptées, des solutions distribuées et j'ai envie de dire des corpus de formation adaptés aux réalités locales et pas seulement, j'ai envie de dire, apprendre des choses qui ne permettraient pas une mise en application concrète et qui n'auraient pas d'effet direct sur les écosystèmes. Je rebondis sur votre phrase, sur le point que la personne formée à l'électricité ne veut pas forcément devenir électricien. Gilles, peut-être, est-ce que vous pouvez partager avec nous sur justement en quoi le digital et ces nouvelles formes d'accès à l'énergie changent finalement les modes économiques, enfin les modes de production, les modes économiques, et qu'est-ce qu'on va voir demain? Est-ce que finalement l'électricien sera celui qui apporte l'électricité ou est-ce que ça sera une autre personne? Non, mais c'est parce que ma collègue ici a vu mes cheveux blancs et m'a pris pour un petit vieux. Pas du tout. Quand je dis se former à l'électricité, j'ai pas dit se former à l'électricité du 19e siècle. Un électricien aujourd'hui, c'est quelqu'un, si on veut parler technique, qui sait manier les courants forts, les courants faibles. C'est l'acteur du digital comme il n'y en a pas d'autres. Donc un électricien, il fera tout ça. Et puis après, il y a deux types de populations. Je ne veux pas être schématique et enfermer les gens dans des cases, mais il y a de fait des gens probablement qu'il faut booster. Et ils sont très nombreux en Afrique, dans ce pays où on inventera l'économie de la fonctionnalité avec le digital. On a du mal à inventer l'économie de la fonctionnalité dans nos pays qui sont organisés autour de l'économie de la propriété. Alors, au moment des engagements développement durable, il y a bien quelques sites qui existent, quelques projets, il y a des choses qui fonctionnent assez bien, on peut dire que Airbnb en est une solution, mais que globalement, intellectuellement, on est dans une économie de la propriété. On dit d'ailleurs que les plus jeunes ne sont pas dans cette économie de la propriété et que tout va changer. Enfin, demandez à chacun de vos enfants ou de vos petits-enfants de prêter son téléphone portable, vous verrez s'il n'est pas dans l'économie de la propriété. Et en tous les cas, on est dans cette économie-là. L'Afrique, pour une grande part, ils n'ont pas grand-chose. Et donc, ils ne peuvent être que dans l'économie de la fonctionnalité. Donc, ils l'inventeront. Et quand ils l'auront inventé, on parlera aussi de reverse économie. Quand on parle de reverse économie, c'est pas qu'une question technologique, c'est aussi une question de faire des affaires, de faire du business, d'être, etc. Donc voilà, il y a toute une population africaine très liée à Africa Forte qui fait des études là-bas ou ici ou ailleurs et qui a plein d'innovations et il faut vraiment les soutenir. Après, il y a toute une population qui n'a pas ce niveau et qui n'a pas cette capacité de faire ce type de formation et ce type de métier. Rendons grâce à Dieu s'ils pouvaient avoir une formation en électricité et devenir électriciens dans leur pays. Et donc voilà, il faut être capable d'embrasser toute une population et se dire qu'il y a des gens qui feront et qui feront des apports différents. Et je te rassure tout de suite, se préparer à l'électricité aujourd'hui, c'est très très doué dans les courants forts et dans les courants faibles. Et c'est indispensable pour tous les autres qui feront d'autres types d'entreprises. Ah bah oui, ici aussi, c'est ça le problème. C'est terrible. Voilà. C'est beau. C'était une manière de se retrouver en Afrique en quelques minutes. Peut-être Karim, pour rebondir sur ce dont on parle, finalement, pour vous, comment le digital, finalement, c'est aussi un moyen de développement économique et comment quand on croit digital, accès à l'énergie, finalement, il y a un champ énorme de croissance et pour l'ensemble du pays en développement. Oui, enfin, évidemment, à partir du moment où en fait on génère et qu'on ouvre en fait un nouveau pan qui est le digital, c'est-à-dire que on a des possibilités énormes du moment en fait où on a une visibilité ou du moment où on génère de la data. Et à partir de là, en fait,
toutes les réflexions sur l'optimisation à avoir, sur justement créer des nouvelles fonctionnalités, sur justement dans la réduction d'économie, dans la réduction de consommation énergétique, peut être faite. Il y a énormément, là je discutais beaucoup avec des industriels, notamment au Maroc ou en Afrique, qui n'ont aucune visibilité sur leur consommation. C'est-à-dire ils ont une facture énergétique, ils ne regardent même pas, ils payent ce qu'ils ont parce qu'effectivement ils sont très profitables. Ils sont capables en fait de payer la facture électrique, mais ils ne savent pas en fait s'il y a une fuite, si quelqu'un en fait leur prendre de l'électricité, si les machines surconsomment par rapport effectivement à leur rendement, si on a des problèmes liés en fait à une machine ou à une telle autre, ou si quelqu'un a oublié d'éteindre une machine ou une pièce. Et donc fondamentalement en fait il y a vraiment un aspect qui est très important sur vraiment la prise de conscience du fait que aussi l'énergie c'est une ressource et qui même si elle est abondante en Afrique du fait du solaire, du fait de la ressource solaire qui est très abondante, enfin c'est une ressource quand même qu'il ne faut pas gaspiller et qu'il faut utiliser pour la meilleure fonction possible. Et le digital aussi aide à prendre conscience en fait de cet état de fait. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de manière globale sur l'électrification. Il y a un thème qu'on n'a pas abordé qui est finalement la différence aussi entre la partie urbaine, j'allais dire électrification rurale. Et donc avant de passer finalement à la conclusion, on voulait profiter de Caroline Frontini qui est dans la salle pour qu'elle nous fasse un petit retour d'expérience sur justement en quoi le digital peut apporter des solutions pour l'accès à l'énergie dans cette partie d'électrification rurale. Bonjour à tous. Merci Laurent pour l'occasion de prendre un peu la parole et donc de parler de UPOA, donc la start-up franco-camerounaise que j'ai cofondée il y a 4 ans et qui apporte l'électricité dans les zones rurales africaines aujourd'hui au Cameroun en proposant des kits solaires en paiement à la demande à la manière de M-Copa dont l'exemple a été mentionné par Stéphane et Loïse. Je pense que ce qui est important de comprendre pour voir comment le digital a permis en fait cette entreprise qui n'aurait pas pu exister il y a 4 ans, c'est que en fait, on parle de digital et c'est assez global, mais en réalité, c'est aussi une somme de différentes inventions. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui d'installer des kits solaires en paiement à la demande? C'est d'abord le développement du mobile money, qui permet à des populations qui ne sont pas bancarisées, qui ont assez peu de moyens de faire des paiements de manière facile, automatisée, immédiate par téléphone. Et à nous, entreprises, de pouvoir gérer ces flux de paiement et donc de donner accès à l'électricité en fonction des paiements reçus. Ça, c'est une première innovation. Et la deuxième innovation digitale, c'est en fait le développement de logiciels qui permet de gérer un parc complètement décentralisé de production électrique, puisqu'on se retrouve avec des centaines de systèmes éparpillés dans différents villages. Et donc, il faut pouvoir le gérer, il faut pouvoir s'assurer que la maintenance peut être faite à temps, pouvoir aussi savoir où sont les systèmes, quelles sont leurs consommations, etc. Donc en fait, quand on parle du digital, il faut vraiment se rendre compte très concrètement qu'en fait, c'est une série de petites innovations, ou de grandes innovations d'ailleurs, mais dont l'accumulation permet d'ouvrir des nouveaux services et des nouveaux marchés. Et je terminerai juste en disant, peut-être en ouvrant un peu les perspectives, parce que finalement on se retrouve ici à parler du développement en Afrique, ici à Paris. Et ce que je trouve aussi intéressant de voir, c'est comment notamment les jeunes générations, je trouve, ont cette, en France, en Europe en tout cas, ont cette conscience du digital et de tout ce que ça peut apporter. On est aussi en quête de sens et donc on voit Karim, moi, donc Stéphane et Loïse, on fait partie de cette génération de personnes qui ont étudié en France, mais qui ont envie finalement de s'attaquer à un défi humain, un défi énorme, et donc d'apporter en fait, un peu le meilleur des deux mondes pour pouvoir ensemble avancer dans une bonne direction. Je vais arrêter là avant de devenir trop philosophique. Merci pour le témoignage et la philosophie. Juste, du coup, pour conclure, je vais poser la même question à nos 3 experts pour qu'ils nous partagent un petit peu leur vision à 20 ans
Je pense que certains vont nous dire qu'à 20 ans, c'est juste pas possible d'avoir une vision, mais en tout cas, l'échange sera intéressant. Du coup, Stéphane et Louise, quelle est la vision à 20 ans de l'accès à l'énergie et le rôle du digital ? Alors, effectivement, c'est difficile d'avoir des discours prospectivistes sensés et construits aujourd'hui, je pense, quelle que soit la région du monde. Ce qu'on sait pour sûr, c'est que un habitant sur 3 sera africain d'ici 20 ans. Donc déjà, ça positionne un petit peu les choses. Alors j'ai envie de dire, soyons créatifs, mais peut-être que d'ici 20 ans, les énergéticiens seront devenus des plateformes de contenu. Et qu'ils construiront et des écoles et des formations dédiées et d'entrepreneuriat inclusif, social et technologique. D'ailleurs, technologique, ce sera plus un mot qu'on utilisera. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que en matière d'électricité, on n'aura pas électrifié l'Afrique comme on l'a fait en Europe et comme ou dans les pays développés, et que donc la notion d'autonomie, d'autonomisation de certaines communautés off-grid, notamment en ruralité, etc., sera évidemment très forte et aura déployé du coup des modèles économiques et des modèles de gouvernance particuliers. Je pense que la question de la gouvernance sera un vrai enjeu. Et pour finir, on aura toujours des mégapoles urbains, puisqu'on sait que la population va également tripler dans les pôles, dans les villes africaines, et que ça va vraiment porter des enjeux de développement et des enjeux à la fois de santé, d'éducation, d'emploi et de sécurité très très importants. Voilà, quelle seront les places des énergéticiens ? Je pense que peut-être que mes voisins pourront dire un peu plus que moi. Merci beaucoup. Karim, votre vision à 20 ans sur l'accès à l'énergie, le digital ? En termes de vision à 20 ans, je dirais que ce qui va être intéressant, c'est qu'on va en tout cas réfléchir en termes d'énergie, en termes d'accès à l'énergie. On va à chaque fois avoir le réflexe d'associer soit un panneau solaire, soit une éolienne, soit on associera des énergies renouvelables dans le mix énergétique qui va être associé. On ne pensera plus à mettre un groupe électrogène, un générateur diesel, des choses qui effectivement datent du siècle d'avant et qui maintenant vont être remplacées, petit à petit remplacées, compensées, ou faire partie vraiment d'un mix global. Et je pense aussi que d'ici à 20 ans, on va arriver, même en termes de réseau, et même par exemple le Maroc avec les centrales Nour ou d'autres initiatives qui ont été menées au Sénégal ou dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, même en termes de réseau, on va réfléchir vraiment à construire des grandes centrales, que ce soit dans les énergies renouvelables, que ce soit au niveau de l'éolienne, de la biomasse ou du solaire. Et je pense que fondamentalement, ce qui va rentrer en jeu, c'est que comme les prix maintenant sont compétitifs et qu'ils seront encore plus compétitifs dans 20 ans, parce qu'on sait que les prix vont continuer à chuter, on va avoir une véritable, on va dire, révolution dans ce domaine-là, et ce qui va imposer également de nouvelles contraintes et une nouvelle réflexion à avoir sur la relation vis-à-vis du réseau électrique tel que l'on a maintenant en Europe. Et ça va être assez intéressant parce que, comme j'avais dit, l'avantage de l'Afrique et l'inconvénient, c'est que effectivement, il y a toute une infrastructure à développer et où finalement mettre en place de nouvelles innovations, mettre en place de nouvelles choses est possible comparé à l'Europe. Et je pense que l'Europe a tout attiré de ça et a tout attiré de cette réflexion-là, parce qu'au moment maintenant où on réfléchit par exemple en France sur le remplacement, le démantèlement des centrales nucléaires, qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on va supprimer les centrales nucléaires, est-ce qu'on va mettre plus d'énergie renouvelable, par exemple là l'EPR, on estime maintenant l'EPR à 12 centimes d'euros le kilowattheure. Les derniers appels d'offres liés au solaire maintenant c'est à 6,8 centimes. Donc maintenant, aujourd'hui, et donc finalement, quelle réflexion avoir, quel mix à avoir dans ces différents systèmes. Et je pense qu'il y a un reverse engineering qui va remonter, en tout cas j'espère, de l'Afrique d'ici à 20 ans. Merci beaucoup Karim. Gilles, la vision à 20 ans. Alors Caroline, le fait de ne pas être de votre génération ne m'empêche pas d'avoir envie de contribuer au développement en Afrique et ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Le fait de ne pas être de votre génération me donne au moins un avantage sur vous, c'est que je me rappelle un petit peu comment nous vivions et ce que nous avions comme technologie il y a 20 ans. Il y a 20 ans, pour ceux qui sont comme moi d'autres générations, nous étions en train de découvrir les adresses mail.
et de fonctionner avec, sans qu'elle devienne le lieu central de notre vie professionnelle. Nous n'avions pas encore de téléphone portable, il n'y avait pas d'appareil photo numérique et il n'y avait pas de photovoltaïque renouvelable massifié. Il y avait quelques expériences, mais vraiment très très peu. Tout ça pour dire que dans 20 ans, il n'y aura rien de ce que l'on fait aujourd'hui. Il n'empêche qu'il faut faire à fond ce qu'on fait aujourd'hui pour arriver à celui d'après. C'est-à-dire, si personne n'avait acheté le téléphone portable de 98-99, il n'y aurait jamais eu l'iPhone 6 d'aujourd'hui. D'ailleurs, on ne savait pas qu'il fallait l'attendre, puisqu'il n'était pas dans la tête. Donc il faut déployer toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, même si dans 20 ans, ça sera d'autres technologies. Moi, j'en suis convaincu. Premier point. Le deuxième point, c'est la victoire des D, la lettre de l'alphabet D. Parce qu'au fond, quand on parle de digital, on parle beaucoup de dialogue. Qu'est-ce qu'apporte le digital ? C'est des dialogues qui étaient impossibles sans le digital. C'est pas que dans le passé, les gens ne voulaient pas louer leur appartement, leur maison, leur voiture, prêter leurs affaires à leurs voisins. C'est qu'il n'y avait pas l'outil de dialogue pour le faire facilement et pour le trouver facilement. Le digital, c'est cet outil de dialogue. Dialogue, comme je viens de le dire, mais aussi dialogue entre l'offre et la demande sur l'énergie, pour la rendre variable et utilisée quand il le faut, dialogue entre différentes solutions, entre l'efficacité énergétique dont on a peu parlé, mais qui est aussi une solution et une partie de la solution pour l'Afrique, et autour des 3D habitués, ceux qui mettent des technologies sur le marché ou qui sont utility, qui sont digitales, décentralisées, décarbonées. Et ce qui se fait aujourd'hui en Afrique finira chez nous aussi. C'est pour ça que ça va aller très très vite. Alors la France est un peu un système électrique particulier dont je ne dirai rien, mais ailleurs, partout dans le monde, on sent une volonté très très forte que chaque consommateur veut lui-même devenir un peu producteur et donc rendre dans une relation très différente avec celui qui lui apporte de l'énergie et à qui en apporte aussi. Que l'esprit du local qui a commencé par manger local pour tous les locavores, puis après essayer d'acheter français, mais c'est une tendance dans tous les pays du monde. Acheter le plus près de soi va être aussi vrai pour l'énergie, et on va passer de grands systèmes qui ressemblaient à des pastèques à le même volume d'énergie mais produite par des petites myrtilles le plus près possible. Et donc c'est tout un autre système électrique, mais avec l'intelligence, il est rendu possible. Et puis ce qu'il faut être dans la prospective, je pense que dans 20 ans, il n'y aura plus d'énergie électrique solaire. Elle sera transformée en hydrogène et que ça sera la seule énergie de la planète. Merci Gilles pour cette réflexion. Merci à vous trois dans tous les cas pour vos remarques. J'ai noté gouvernance, nouveau modèle, formation, production décentralisée, dialogue, reverse innovation et... Dans 20 ans, j'ai dit. Dans 20 ans. Dans champ inconnu, donc c'est effectivement tout un tas un paysage nouveau qui s'ouvre devant nous. Ça me fait penser à la citation « L'expérience est un peigne pour chauve ». Et donc du coup, par rapport à cette situation, maintenant je vais vous laisser la parole à la salle. Donc n'hésitez pas pour vos questions. Si dans vos questions, si vous pouvez vous présenter de manière rapide et puis faire des questions courtes, on va prendre 2-3 questions et puis les experts répondront à ces 2-3 questions. Merci. Pierre Jacquemot, je suis président du GRET, qui est une organisation qui investit beaucoup en matière d'énergie, d'électrification décentralisée. Merci pour la qualité de vos interventions. Juste deux remarques. Le problème auquel on est confronté, c'est le changement d'échelle. C'est-à-dire qu'on a tous une collection importante d'opérations, d'expériences, aussi bien en Afrique qu'en Asie du Sud-Est, relativement significative, mais à une échelle relativement micro, que ce soit de la lampe solaire jusqu'au mini-grid. Mais lorsqu'on essaye de changer d'échelle, c'est-à-dire avoir un impact beaucoup plus important, on est confronté à 3 difficultés que vous n'avez pas évoquées. La première, c'est la réglementation locale. Tous les pays n'ont pas une politique
dans ce domaine. Certains l'ont. Le Mali a été pilote, puis on a cité le Kenya ou l'Ouganda, mais d'autres n'en ont pas. Et on peut se retrouver confronté à des grandes difficultés. C'est par exemple le cas de Madagascar, lorsque l'environnement politique, institutionnel n'est pas favorable. La deuxième question, c'est celui du financement. Alors évidemment, c'est assez difficile de se projeter à 2040, mais les chiffres que nous avons montrent que, en gros, un tiers des programmes d'électrification décentralisée sont potentiellement financés pour rejoindre les objectifs du développement durable, etc. Donc il y a un déficit de financement important en l'état actuel des choses. Évidemment, les coûts baissent, et donc ça pose un véritable problème parce qu'il n'y a aucune solution viable qui ne soit pas subventionnée. Et ça, c'est un phénomène important que vous n'avez pas évoqué, c'est l'économie du dispositif qui suppose malgré tout le financement. Et la troisième observation, c'est qu'en dépit des bonnes volontés qu'on peut développer, on se rend compte que quand même, il y a une population qui n'est pas touchée par les programmes d'électrification décentralisés, que ce soit dans l'urbain ou dans le rural, et qui est toujours évincée parce que la logique marché, la logique commerciale les évince, faute de pouvoir d'achat, même minimum, même pour faire du pay-as-you-go. Et d'autre part, les logiques de financement des bailleurs de fonds sont out-based, c'est-à-dire reposent sur des résultats quantitatifs, sur le décaissement, sur la rapidité. Et évidemment, c'est beaucoup plus facile de travailler sur des couches moyennes, disons, que sur ceux qui sont vraiment très éloignés des réseaux. Donc on a des logiques un peu perverses comme ça, ce qui n'atténue en rien de ce que vous avez dit, mais que je voulais simplement rappeler, parce que c'est notre difficulté au quotidien par rapport à l'enjeu de l'énergie pour tous. Est-ce que vous permettez à quelqu'un qui est une génération avant Gilles de poser une question? Deux questions sur l'Afrique. Vous n'avez pas parlé des frontières. Et je ne parle pas de l'Algérie et du Maroc, bien entendu, qui est une caricature. Est-ce que la digitalisation va faire disparaître les frontières africaines? En Afrique, on prend l'avion pour aller d'un pays à l'autre. Je vous recommande de traverser la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire par la terre. C'est intéressant. Donc, est-ce que ça va faire disparaître ou est-ce que ça va les aggraver pour des raisons de jalousie et de compétitivité? Oh là là, ce qu'ils font au Ghana nous rend la vie difficile, donc en Côte d'Ivoire, on va se protéger. Donc, digitalisation et disparition des frontières ou aggravation des frontières en Afrique. Et la deuxième observation, c'est, si je vous entends bien, dans 10 ans ou dans 20 ans, le coût de l'énergie sera minime en Afrique. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un avantage de compétitivité et donc les réactions en face pour les pays qui auront toujours des centrales de 1200 mégawatts? Je pense qu'il en existera encore quelques-unes. Vous n'êtes pas présenté. Je m'appelle Conrad Eckenschwiller, vieux complice de Gilles. Bonjour, Marina Reboulet de l'ONG GRS, Groupe Énergie Renouvelable, Environnement, Solidarité. D'abord, une brève remarque. Pour ce qui est de la formation, gérer des systèmes décentralisés en France, c'est pas donné à tous les électriciens. Donc, être un bon électricien en France, je serai d'accord avec Gilles Vermont-Desroches, c'est du boulot. Ma question, sur les systèmes décentralisés, les mini-grids, une des difficultés de l'équilibre économique, c'est les batteries. Est-ce que le digital permet une meilleure gestion des batteries? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a déjà une évaluation d'une amélioration de cette durée de vie significative qui permettrait d'améliorer l'équilibre économique? On prend les questions juste après. Du coup, je ne sais pas qui veut répondre. Il y a de vos trois questions, finalement, il y a tout un sujet politique et réglementation. Il y a tout un sujet, finalement, financement, subvention, modèle économique. Il y a une question de digitalisation et frontières. Et il y a une dimension technique et technologique. Peut-être sur le financement.
qui souhaite se positionner? Gilles? Non, je ne souhaite pas, mais Karim? Je peux le faire. Enfin, pas de souci. Sur le financement, je suis d'accord avec vous. Essentiellement, le problème principal et un des problèmes fondamentaux, notamment dans les pays émergents, c'est de financer notamment ces énergies renouvelables. L'avantage du diesel, et c'est pourquoi il perdure, c'est justement que le moteur en lui-même ne coûte pas très cher et que finalement on met on met à chaque fois du carburant pour financer et électrifier sa partie. Donc finalement, le problème principal d'acheter des énergies renouvelables, c'est qu'en fait l'essentiel de l'investissement est avant finalement de mettre en place la solution. Donc il faut payer 5 ans, 6 ans, 7 ans de facture électrique en amont, et ce qui est très compliqué, et très compliqué à financer, notamment dans ces pays où les taux d'intérêt sont très élevés, etc. Ce qui se passe, et ce que j'ai observé, notamment en discutant un petit peu avec les grands groupes qu'il y a en France ou dans d'autres pays, c'est que certains grands groupes, justement du fait de la baisse des coûts de l'énergie, sont prêts à financer, sont prêts à endosser ce risque. Et c'est ce qui est intéressant, et on voit en fait l'émergence de ce qu'on appelle les ESCO, Energy Service Company, qui achètent par exemple du matériel Schneider, entre autres, mais qui justement en fait financent, installent et maintiennent en fait ces systèmes, et où finalement il y a l'émergence d'un acteur tiers qui commence à se positionner notamment dans ces secteurs-là, qui était auparavant dans le utility scale, donc c'est-à-dire en faisant des grandes centrales de 20 MW, de 30 MW, et qui s'intéresse de plus en plus au mini-grid, au micro-grid, parce qu'il y a une logique financière qui s'installe, et où finalement les retours sur investissement sont intéressants sur certains sujets. C'est pas la panacée, mais déjà c'est un début, et on voit en tout cas que s'il y a un intérêt déjà des entités privées, des entités cotées en bourse ou des entités comme ça à financer ce genre de projet pour des régions, on va dire, reculées, pour des régions compliquées, je pense que ça attirera, et ça sera un appel d'air aussi pour pas mal d'institutions pour financer ce genre de système. D'abord, je fais une parenthèse. Je vais vous quitter en catimini dans quelques minutes, et je vais m'en excuser devant vous, mais je dois à tout prix être à l'autre bout de Paris. Je vais vous quitter en catimini dans quelques minutes. Je m'en excuse, mais je dois être à l'autre bout de Paris et je ne pouvais pas déplacer l'autre rendez-vous. Tout ce que vous dites est particulièrement vrai. J'aurais peut-être une petite différence avec ce que vous dites, c'est que moi, il me semble qu'il y a beaucoup d'argent. Il me semble qu'il y a autour de cette question aujourd'hui de Africa Grid, de la Facility Europe, de tous les fonds de Zuckerberg, de Bill Gates et de tous les autres et d'entreprises, il ne va pas y avoir un problème d'argent. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est comment le débloquer, et de comment passer à des mécanismes qui vont pouvoir le mettre sur le marché. Quand on discute avec des banques de développement aujourd'hui, elles vous disent Schneider Electric a créé un fonds d'investissement avec des banques de développement qui est à Nairobi, mais quand vous discutez avec ces banques de développement à propos du financement de mini-grid, vous dites vous en faites 1000 d'un coup, puis vous venez me voir, et si vous n'avez pas 1000, j'arriverai pas à être votre partenaire, j'ai pas les outils pour vous suivre. Donc au fond, c'est pas une question d'argent, c'est une question de révolution aussi dans les outils financiers pour suivre. Je suis sûr que René, qui est là-bas de Pamiga, dirait des choses bien plus intelligentes que moi sur le sujet. Pour ce qui est des réglementations, moi, le sujet qui m'est incompréhensible, c'est comment tous les grands acteurs internationaux mettent pas le point sur la table en disant, écoutez, vous n'aurez plus jamais aucun financement si tout à coup ce sujet-là n'avance pas. Et j'ai le sentiment que quand ils voudront le faire, ils pourront le faire. Il y a aussi des initiatives qui avancent. Il y a une initiative qui s'appelle Terawatt, dont l'objectif est un peu d'avancer, mais je suis d'accord avec vous, ça c'est un très grand blocage. Pour ce qui est des technologies, alors d'abord il y a pas le côté très disruptif qu'il y a eu dans les autres technologies sur les batteries, c'est sûrement la limite. Pour le coup, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'argent pour y réfléchir, il y en a quand même beaucoup qui mettent beaucoup sur la table pour y réfléchir. Il y a néanmoins de nouvelles technologies. Nous, on utilise des batteries dans les projets dont je parlais, sodium-nickel, qui sont des batteries qui supportent la chaleur, qui durent 10 fois plus longtemps et qui se recyclent facilement.
Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui existent, mais si on suit un peu le fil de cette conférence, qui a un biais que je vais à tout prix préciser, c'est qu'en y mettant du digital et dans ces mini-grids, on fait en sorte pour beaucoup d'usages de ne pas passer par la case batterie. La case batterie est dans notre réflexion parce qu'on ne veut pas changer notre modèle. Notre modèle dont je parlais, c'est celui de la pastèque qui produit, puis après on va consommer, et on va dans ce sens-là de manière linéaire. Et au fond, si tout à coup on dit c'est plus une pastèque, mais c'est des myrtilles, on fait pareil. C'est-à-dire on dit on va produire différemment, plus dans une grande centrale, puis on va remettre tout ça dans des batteries, puis on va consommer comme avant. Et en fait, la réflexion qu'il faut faire, en particulier pour des raisons de notre incapacité de faire ce saut technologique sur les batteries, c'est de les garder en appoint, ça c'est sûr, il en faudra toujours, mais d'avoir une agilité que rend le digital pour consommer autrement. Il y a beaucoup d'autres sortes de batteries. On peut dire qu'un ballon d'eau chaude, c'est aussi une batterie. On peut dire que tous ceux qui réfléchissent à l'hydrogène, c'est pour ça que je vous lançais un peu comme une plaisanterie ce sujet, c'est une autre forme de batterie. On peut dire, voilà, donc il y aura quelque chose. On était un peu focalisé sur le fait qu'il fallait conserver l'électricité en électricité. Finalement, si on n'y arrive pas, il faudra bien qu'on soit agile et qu'on la conserve autrement. Et donc il faut de fait progresser sur les questions de batterie, il faut de fait travailler à leur recyclage et pas de faire de l'Afrique un endroit, une décharge à batterie utilisée. Et donc il y a des programmes et il faut rendre les gens sensibles sur le sujet, mais c'est pas un sujet de nature à empêcher de vouloir avancer. Quant au dernier point de Conrad sur la question des frontières, j'avoue pour le coup que j'ai pas beaucoup d'avis. Mon seul avis, c'est que on quitte les pays probablement les plus pauvres pour les pays émergents un peu du dessus. Pourquoi je suis très optimiste sur les enjeux du solaire? À nouveau, quand on parle de perspectives, je vous invite à lire toutes les perspectives de l'Agence internationale de l'énergie dans les 20 dernières années pour découvrir qu'il faut les faire, mais qu'elles ne seront jamais comme ça. Voilà. La même agence internationale de l'énergie publiait l'an dernier que la moitié des kilowattheures, enfin publié au début de cette année, que la moitié des kilowattheures additionnels de la planète en 2016 étaient renouvelables. La moitié des kilowattheures additionnels de la planète en 2016 étaient renouvelables. Même dans ses rêves, personne n'y aurait pensé 5 ans avant. Donc il y a un truc qui se passe. Est-ce qu'il va se massifier? Est-ce que ça va aller très loin? Est-ce qu'on est capable, comme on a été capable d'être disruptif dans les technologies, de l'être dans les réglementations parce que dans les réglementations, moi j'ai le sentiment que demain, ceux qui vont faire avancer l'accès à l'énergie en Afrique, c'est pas les énergéticiens, c'est l'ensemble des autres acteurs. C'est les agriculteurs, c'est les gens qui ont un hôtel. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui, au Kenya ou en Tanzanie, ont soit un hôtel un peu perdu au milieu de la nature, soit une activité agricole pour le thé, par exemple. Pour moi, c'est eux qui vont inventer le réseau de l'endroit où ils sont. Et c'est pas l'utility qui va arriver jusque-là. Alors, je parle de mon biais parce qu'il faut pas, on l'a un peu oublié ce matin, c'est quand même une grande question. On a parlé plusieurs fois des grandes villes. Tout ce dont on parle n'est pas tout à fait adapté à l'accès à l'électricité dans les grands townships de la planète africaine. C'est-à-dire quand vous allez à Nairobi et qu'il y a cet immense township, là, dont je ne sais plus le nom, Kibera, c'est pas par des mini-grids ou par du solar home system que l'électricité se fera. Il y a là une vraie grande question, et probablement que les plus pauvres des plus pauvres, la base de la pyramide se retrouve là. Probablement que dans toutes les études, les 700 millions de gens qui n'ont pas l'électricité sont ceux-là, et que de fait, il y a aussi à travailler pour trouver des solutions ad hoc à ceux-ci. Il se trouve que on met dans cette base de la pyramide aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas accès à l'électricité, l'ensemble des habitants du milieu rural. C'est un peu faux, en fait. C'est un peu faux parce que, de fait, ils n'ont pas les moyens financiers quand on monétarise les choses. Mais moi, pour avoir été il n'y a pas très longtemps, je vous emmène en Birmanie, dans des villages qu'on a électrifiés en courant continu, ce qui pour les Occidentaux est quelque chose d'aberrant, en courant continu. Bon, les gens qui sont là apparaissent pauvres, mais ils ont 20 canards et 5 buffles. Ils vivent différemment. Certes, ils ont une maison de 4 mètres sur 4 mètres, sans mur, etc. Mais c'est une autre situation
que la situation des gens qui sont enfermés dans des grands townships, souvent d'ailleurs insalubres, d'où l'importance du travail sur l'ensemble des sujets, pas seulement l'énergie mais l'eau en même temps. Il y a un sujet spécifique pour ces concentrations-là qu'on a peu abordé ce matin. Enfin, si on arrive à déjà apporter l'électricité à tous les autres, et particulièrement dans le milieu rural, peut-être même qu'on arrivera à réduire la concentration des gens dans ces townships et de les renvoyer, phénomène qui peut exister aussi dans nos pays, un peu plus dans un aménagement du territoire qui peut aussi exister en Afrique. Peut-être Stéphane et Louise, quelques compléments, notamment sur la dimension sociale. Alors moi c'est surtout sur la question de la gouvernance parce que je pense qu'elle permet de répondre à l'ensemble des questions qui ont été posées, aussi bien celle du financement que celle, on va dire, de la souveraineté nationale et des frontières et même de la formation et de l'éducation à ces futurs métiers dont on n'arrive pas bien encore à cerner tout à fait les contours. Je pense que c'est l'enjeu principal pour les pays émergents et a fortiori en Afrique. Et pour répondre sur la question du financement, on sait aujourd'hui que la plupart des coûts infrastructurels sont supportés par ce qu'on appelle les partenariats publics-privés, et que par exemple en Côte d'Ivoire c'est quelque chose qui est extrêmement pratiqué, puisque 30% de l'énergie en Côte d'Ivoire est fournie par des privés. Et je pense que cette question de l'articulation, on va dire, des acteurs privés, de qui sont les acteurs privés et de quelle est leur responsabilité sociale quand ils viennent financer et apporter, et donc quelle est du coup derrière, quelle limite on peut également apposer à ce coût qu'ils viennent supporter. Et donc je pense que c'est un vrai enjeu de définition de politique et une question de gouvernance. Sur la question des frontières également, on voit bien que les pays, en tout cas ce qui est certain, c'est que d'un point de vue politique, les pays qui arriveront à répondre à l'ensemble des enjeux et des challenges, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, ne pourront pas faire l'économie d'une digitalisation et d'une numérisation à très grande échelle de leur administration et de leur mode de pensée, de leur mode de fonctionnement, et d'une acceptation de comment est-ce que le numérique vient aussi transformer nos modes de gouvernance. Et tout à l'heure, on nous demandait de faire un exercice de vision à 20 ans. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qu'on pourrait aborder, qui est celui des blockchains. Alors évidemment, le mot est un peu à la mode, donc on a tous un avis personnel sur la question, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, qu'est-ce que les blockchains, dans le secteur de l'énergie en particulier, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui peut fonctionner ou pas, sachant que la blockchain étant elle-même très consommatrice d'énergie, voilà, c'est un sujet, on va dire, qui se pose nécessairement. Cela étant, je crois que le sujet principal des technologies aujourd'hui, et il ne faut pas le perdre de vue, c'est quand même celui de la gouvernance et des modèles sociétaux et de l'impact social des technologies. Et je pense que ça c'est un travail dont on n'a pas encore mesuré véritablement l'envergure. En tout cas, et c'est pas qu'une question de génération, c'est certain, et il va falloir peut-être regarder un petit peu dans l'histoire aussi les grands moments de l'histoire des hommes où on a connu des révolutions qui nous ont obligés à repenser en fait et à faire émerger des modèles comme la démocratie liée à la révolution industrielle. Enfin voilà, je pense que c'est une question un petit peu. Alors pardon, je suis devenue très philosophique, mais pour moi cette question de la gouvernance des technologies en Afrique, elle permet vraiment de s'intéresser à l'ensemble des questions que vous avez soulevées tout à l'heure. Merci, on va reprendre quelques questions. Oui, bonjour, Mary Alexis, nous avons une banque de microcrédit. Je suis sidérée depuis 1960 avec l'Afrique. C'est toujours le continent qui souffre le plus et personne. Il y a plein d'argent à la Banque mondiale et dans les autres organisations. Personne n'a décidé qu'on était prêt à faire quelque chose pour l'Afrique. Mais ils voient aussi que c'est la faute des Africains. Ils sont là et en train de dormir et de ne rien faire pour leur propre population. Je voudrais savoir quand même, quand à la Seconde Guerre mondiale, le plan Marshall a décidé d'aider les pays européens, il y avait une volonté, donc ça a été fait. Pourquoi ce n'est pas fait en Afrique aujourd'hui? Vous nous parlez de digital. Mais est-ce que la pauvre femme africaine ne peut pas avoir une machine à laver et laver son linge comme tout le monde? C'est ça que je voulais savoir. Oui, bonjour, Arnaud Millien, Paris 1.
Arnaud Millien, Université de Paris 1. Je voudrais revenir, j'ai pas en fait bien compris comment le digital allait permettre le passage à l'échelle. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de micro-solutions. Moi, je m'intéresse en fait à la montée en gamme des réseaux. Ça fera le lien avec la question que Madame vient de poser, aux besoins de puissance et de délivrer de la puissance pour des vraies applications électriques. Et donc, je vais centrer ma question sur une question la formuler de la façon suivante. Où en est-on du switch ? Est-ce que la régulation a évolué sur ce point ? Est-ce que les technologies vont permettre de mieux gérer le switch et en fait de passer de l'intermittence à la variabilité ? Le switch étant les technologies qui permettent d'alterner production-consommation au choix du consommateur-producteur et pas du réseau. Merci pour ces deux questions. Finalement, comment on change d'échelle pour qu'en Afrique, on finance au-delà de solutions micro et que finalement, on arrive à une solution, on parlait de la machine à laver, mais plus globalement, comment on fait des plans massifs d'investissement et comment on gère le switch qui est... honneur aux dames. Alors oui, tout à fait. Sur le switch, je vais pas. Donc moi, n'étant pas énergéticienne, je vais pas me permettre de répondre sur l'état des technologies actuellement. En tout cas, pour prolonger ce que j'ai dit juste avant, je pense qu'il y a, en tout cas, dans la compréhension de comment est-ce que le numérique peut permettre de passer à l'échelle des choses, il y a un vrai enjeu de réglementation et de changement de logiciel des gouvernements et des décideurs économiques et politiques. Et je pense que ça, c'est vraiment une question qui est propre au numérique. Et on sait que le numérique, c'est un bouleversement total dans notre rapport à l'échelle en général. Quand on voit ce qui se passe avec les fake news ou quand on voit ce qui se passe avec l'accès à l'information en général, on sait que le numérique, par effet de réseau, c'est une manière de transformer complètement nos notions d'échelle et donc, sur un plan plus pragmatique, le rapport à la fois au territoire et à la notion de distribution. Enfin, les réseaux distribués, c'est juste à la base le concept même de l'informatique d'aujourd'hui. Donc je pense que ce qui est certain pour répondre, c'est que personne n'a de solution concrète à cette question aujourd'hui parce que c'est une question à la fois de formation intellectuelle des décideurs et des personnes qui conçoivent la distribution de ces technologies et leurs effets sur les populations et donc l'accès du coup aux ressources et ce que ça va permettre, ce que ça libère comme accès, on va dire, et comme économie locale. Et ensuite, le deuxième point, c'est que on est tous un petit peu démunis pour penser ça, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez inouï dans l'histoire des sciences et des techniques et dans l'histoire de notre géopolitique également. C'est-à-dire que on voit bien aussi que là, il y a un enjeu par rapport aux pays émergents dans l'histoire longue. Sans parler de colonisation, mais bon, c'est quand même un sujet qui est toujours un petit peu latent quand on se pose ces questions. Donc voilà, je ne peux pas vous apporter pour ma part, en tout cas, de réponse plus précise que celle-là, mais ce qui est certain, c'est que la solution ne viendra pas, on ne répondra pas à des problèmes nouveaux avec des solutions anciennes. Voilà. Et Karim, comment Illoum, la start-up, devient un géant en Afrique, du coup? C'est ça la question, comment on prend d'échelle? C'est là où c'est intéressant, c'est là où justement le digital peut apporter des choses. Par exemple, sans vouloir me comparer par rapport à eux, mais Google, le fait d'être capable en fait de faire un moteur de recherche lié à ça et qu'on soit capable tous de chercher en même temps là-dessus, c'est justement ce passage à l'échelle qui est quand même incroyable. Google, ça date de 1998, donc c'est pas si vieux que ça, alors qu'il a quand même réussi en fait à accaparer l'essentiel des parts de marché dans le monde entier. Et c'est ce qui est intéressant dans le digital, c'est la capacité en fait à monter en échelle. Là, par exemple, pour vous donner un exemple très concret par rapport à un secteur sur lequel justement on travaille, c'est avec notamment les opérateurs télécoms qui ont des tours, donc des BTS associés à ça, et qui peuvent avoir 5000 tours sur tout le territoire. Donc des 5000 tours sur tout le territoire qui sont quand même assez distribués sur tout le territoire. Donc l'avantage en fait, c'est qu'on peut se connecter, et c'est là l'avantage de tous les systèmes digitaux, c'est qu'on peut se connecter à distance. Donc il n'y a
pas de déplacement physique à avoir, pas de différentes problématiques qui sont liées vraiment à l'opérationnel, et aussi qu'on est capable en fait de ce qu'on appelle de distribuer le calcul, c'est-à-dire que finalement être capable de utiliser des serveurs qui sont soit sur le cloud, soit sur ces différents systèmes, et pour être capable en fait de gérer un flux d'informations qui est énorme et de le classer et de l'ordonner par rapport à la charge de travail dont on a besoin. Et ça, que ce soit au niveau d'une usine ou que ce soit au niveau de différentes structures en fait qu'on connaît et qui étaient vraiment, on va dire, le symbole il y a quelques décennies du passage à l'échelle, justement quand on augmente en fait la surface, quand on augmente en fait par exemple le carnet de commandes, on doit recruter, on doit faire une extension d'usine, etc. Bah là finalement c'est juste peut-être un serveur supplémentaire à rajouter, peut-être quelques personnes à recruter, mais c'est justement la force du digital, c'est justement de faire le passage à l'échelle. Et par rapport à votre discussion sur le switch, ouais, dites-moi. Oui, ça tout à fait, on est d'accord. Mais il y a deux choses que je distingue. C'est d'abord, on va dire, des systèmes énergétiques qui sont ce qu'on appelle du poor grid, c'est-à-dire qui existent en Afrique, c'est avec justement beaucoup de coupures d'électricité, beaucoup de problèmes, beaucoup des tarifications qui sont très élevées, où il y a déjà un très gros enjeu à faire là-dessus, avec justement des solutions énergétiques intéressantes à faire, tout en développant bien sûr et tout en mettant en place. Mais comme vous le savez, l'infrastructure, ce sont des choses qui prennent énormément de temps pour être déployées. Donc on ne va pas en quelque sorte réfléchir au passage à l'échelle avant de déployer en fait ces solutions-là. Donc l'idéal, c'est justement de créer une infrastructure déjà avec des infrastructures pour grid qu'on est capable d'upgrader, donc on est capable d'améliorer pour pouvoir en fait apporter une meilleure solution, tout en greffant en fait des nouvelles solutions, des solutions de plus en plus innovantes là-dessus. Il ne faut pas et je pense que dans n'importe quel pays, notamment par exemple en Afrique, construire des routes, électrifier, mettre l'eau potable, je pense qu'ici les personnes dans la salle sont beaucoup plus à même que moi de discuter de ça. Ça prend du temps et c'est justement c'est des temps qui sont extrêmement longs avec des bailleurs de fonds, avec une mise en place qui est extrêmement longue, avec un processus d'appel d'offres qui est extrêmement long. Donc je pense que il faut pas mélanger les deux choses. Et par rapport au switch dont vous avez parlé, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble en fait des fabricants matériels, et là justement on discute de ça, on discute justement avec les fabricants matériels, l'ensemble des fabricants matériels ont déjà mis en place des outils de switch. C'est-à-dire qu'on est capable de piloter à distance. Et ça, c'est le cas pour l'ensemble des solutions, par exemple du Schneider ou d'autres marques concurrentes. On est capable en fait déjà de piloter à distance ces différents matériels électriques et électroniques. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que les ports, en tout cas les possibilités et l'accessibilité est désormais faisable. Et maintenant, l'idée, c'est justement d'être capable de faire la meilleure chose et de faire les meilleurs choix possibles. Et justement, je rebondissais par rapport à la question qui a été faite sur les batteries. Un prix des batteries, en quelque sorte, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire que les batteries sont chères ou les batteries sont peu chères. Les batteries, c'est quelque chose de complètement inerte. Quand vous avez votre téléphone, la batterie ne sert strictement à rien. Elle sert, on peut pas charger une batterie sans chargeur. Et on peut pas. Et pourquoi en fait on utilise les batteries? On utilise les batteries pour un certain usage. Et donc finalement, et c'est là où justement il y a une réflexion à avoir sur les réglementations, sur la tarification, sur ces différentes choses. En fonction en fait des différentes configurations, on va avoir par exemple des prix d'électricité qui vont varier au cours de la journée, on va avoir des problèmes vis-à-vis du réseau, etc., qui vont être monétisés et monétisables, et où justement l'intérêt, c'est que la batterie peut répondre en partie à ces problématiques-là. Et donc finalement, il y a une notion du digital qui est très intéressante, et je pense que, et là je pense que je vais essayer de conclure par rapport à ça, le digital, c'est justement d'être capable d'industrialiser le personnalisable. Et je pense que c'est fondamentalement le message vraiment à adresser là-dessus. Et c'est ce qui ouvre en fait le champ des possibles, notamment dans les pays émergents. Merci Karim, merci Stéphane et Louise, merci à nos experts, merci à vous pour cette matinale, avec les échanges qui ont été très intéressants.